tout ce qu'on fait, c'est par rapport à notre histoire. 100%. Mais donc, comment est-ce que tu l'utilises, ton histoire? C'est un mur ou c'est un tremplin? Il y a plein de secrets dans les familles à aller chercher, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais il y a des choses qui sont même passées pour nos parents et nos grands-parents. Pourquoi c'est nous qui les vivons? Parce que c'est ce qu'on dit dans le transgénérationnel, c'est qu'on porte beaucoup les mémoires de nos grands-parents. Ça saute une génération, et donc les survivants des camps de concentration, leurs petits-enfants, ont eu pas mal de soucis avec des histoires de poids. Et ça commence par arrêter de cacher des choses qui font partie de la vie, et la mort fait partie de la vie. Et en fait, c'est là où j'ai compris le poids du silence, des choses qui n'étaient pas digérées dans ma famille, qui faisait que moi, je pouvais pas tomber enceinte tant que ce sujet-là n'était pas réglé. Et moi, j'adore mettre ma casquette de détective et aller chercher jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Moi, ce que je vais capter, c'est quand t'es pas à ta place. On peut pas faire de miracle juste parce que là, t'as décidé que toi, tu voulais aller mieux maintenant tout de suite. Et on a besoin d'être un peu plus patient avec nous, prendre conscience que ça fait partie de notre histoire et que il faut du temps. Hello à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast À Voix Haute. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'inviter quelqu'un de très spécial au micro depuis le temps que je la suis sur les réseaux sociaux et j'admire profondément son travail. Elle nous parle de transgénérationnel, elle arrive à lire les histoires familiales, elle arrive à décoder ce qui se transmet sans qu'on le sache. Et à chaque fois, je me disais quand je voyais ses contenus, oh là là, mais cette femme, elle voit l'invisible. Et puis un jour, je l'ai invitée justement dans le programme Métamorphose, qui est mon programme, pour intervenir auprès de mes propres clientes. Je savais que ça allait être très puissant, mais je ne l'avais pas encore imaginé à quel point. Et quand elle est arrivée parler du transgénérationnel, elle a provoqué des déclics immenses dans le groupe, y compris avec moi. Des prises de conscience qu'on n'a pas su oublier après ça. On s'est toutes senties retournées. Des vérités qui, une fois nommées, ne peuvent plus être ignorées. Et moi, j'ai pas été épargnée par tout ça, évidemment. Sa conférence m'a réveillée sur ma propre lignée, sur tout ce que je porte encore et sur tout ce que j'ai pris sur mes épaules sans m'en rendre compte. Parce que le transgénérationnel, pour moi, c'est un sujet dont on parle beaucoup trop peu. Souvent, les gens entendent ce mot et pensent que c'est quelque chose d'assez, genre, un peu, je sais pas, conceptuel, quelque chose qui est pas pris au sérieux, quelque chose qui est un peu dans la tête pour les percher, etc. Et moi, quand j'ai vu toute la lumière à travers ça, je me suis dit, il est temps qu'on en parle à voix haute. En réalité, c'est l'un des angles les plus concrets, justement, et les plus logiques pour comprendre pourquoi on bloque, pourquoi on répète certains schémas et pourquoi on attire aussi les mêmes histoires dans sa propre vie. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et vraiment le privilège d'avoir Margot Blanc, thérapeute en transgénérationnel, qui vient intervenir sur toutes ces histoires pour mettre en lumière ce fabuleux sujet. Et je suis sûre que pour toutes ces personnes qui en ont un petit peu entendu parler, qui sont sceptiques, vous allez être convaincus comme moi. Bienvenue Margot. Merci Morgane. Je m'excuse pour ma voix aujourd'hui qui est légèrement voilée, mais je vais donner mon maximum pour justement faire résonner ce sujet auprès de vous. Morgane, c'est une super rencontre. Et juste avant cet épisode, on a un peu parlé de transgénérationnel à nouveau et on s'est rendu compte à quel point, déjà en tant qu'aînés de nos familles, on a pas mal de points communs. Et en plus, avec des prénoms, Margot et Morgane, qui sont des prénoms très forts, on a des liens communs sur ce qu'on porte. Donc, je serais très curieuse de tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, en particulier du poids qu'on peut avoir sur nos épaules en étant l'aîné, en ayant un prénom particulier ou simplement parce que nos grands-parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein de secrets dans les familles à aller chercher et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Exactement. Alors oui, tu as la voix un petit peu cassée aujourd'hui, mais ça n'empêchera pas d'impacter avec tes messages, avec ton vécu aussi et toute ton histoire aussi à travers ce fabuleux chemin qui t'a amené vers ce métier. Aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer concrètement quel est ton job, ta mission? Parce que je sais que tu as plusieurs facettes à travers le transgénérationnel, donc c'est à toi. Merci. Alors en fait, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ont des problématiques, des sujets où c'est lourd et on ne comprend pas pourquoi ça bloque. Parfois, on a une sensation de dépression, parfois, on se sent perdu dans un job, parfois, on est perdu dans un couple et on a l'impression de répéter. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, un peu cette histoire de karma, on répète et ça avance pas et ça bloque. Et c'est ce que j'ai vécu moi-même, c'est mon histoire. J'arrivais pas à tomber enceinte. J'étais dans une carrière à 1000 à l'heure dans une grosse entreprise et en fait, j'ai réalisé que j'arrivais pas à sortir, j'étais pas bien, j'allais pas bien, rien n'allait alors que ma vie sur le papier était parfaite, mon CV était parfait, mon salaire était parfait. Et j'ai compris que je portais autre chose et pour ça, il fallait que, je sorte de ma tête et que j'aille chercher dans mes profondeurs, en fait, que j'aille chercher ailleurs dans mon corps pour comprendre qu'est-ce qui faisait que malgré ce CV brillant, malgré cette vie
sans grand problème, ça n'allait pas. Mmh. J'arrivais pas à tomber enceinte. Donc, pour toutes celles qui essayent, quand ça fait 3 ans que tu essayes, il y a un moment, tu atteins un stade de dépression, de douleur qui peut être très violent. Et je vivais des choses en entreprise. À chaque fois, je me retrouvais avec des chefs toxiques. Donc, j'avais plusieurs boucles comme ça qui se répétaient de job en job. Le chef toxique, le manager qui manipule. Alors que vraiment, tu te dis: «Mais pourquoi est-ce que je revis ça?» Et donc, à la place de rester dans mon rôle de victime de ma vie, je me suis dit: «OK, c'est à moi que ça arrive pas à ma collègue. Qu'est-ce qui fait que ça m'arrive à moi?» Et c'est comme ça que j'ai découvert la psychogénéalogie et le transgénérationnel, en faisant des recherches, en fait, pour me sortir moi-même de mon insécurité, de mon mal-être et de ma déprime. Incroyable. Et donc après, tu as décidé d'en faire ton métier. Voilà. Aujourd'hui, tu accompagnes qui Alors, concrètement? aujourd'hui, j'accompagne, plein de personnes différentes, même si j'ai 2 casquettes. Donc j'ai la casquette de transgénérationnel pour accompagner à travers des outils comme la constellation familiale, mais j'accompagne aussi des leaders, des top managers en entreprise, souvent des femmes qui se retrouvent à un certain niveau de job et qui ont comme cette espèce de plafond de verre au-dessus d'elles et qui n'arrivent pas à le dépasser. Et on le voit chez des entrepreneuses, on le voit chez des femmes avec des carrières incroyables, mais à un moment, il y a comme un truc qui fait que ça s'arrête là et là, tu commences à boucler et à revivre les mêmes trucs et à avoir les mêmes emmerdes qui te retombent dessus et c'est là où moi j'interviens. C'est là où moi je vais utiliser cette casquette du transgénérationnel et des héritages inconscients qu'on porte et des mécanismes que l'on a par rapport aussi à notre enfance, hein, parce que c'est pour moi le transgénérationnel, c'est pas juste aller voir tes ancêtres et leur dire: «À cause de vous, ça va pas». C'est aussi reprendre ton pouvoir et ta responsabilité. Donc on va comprendre qui tu es à travers ton prénom, parce que vraiment la vibration du prénom, c'est passionnant et c'est pas la définition, Margot veut dire la perle de Google. Merci Google, c'est très sympa, mais c'est un peu plus poussé que ça. Ouais. Et donc déjà comprendre qui tu es par ce prénom et tu es un mélange de ta mère et de ton père. Ça veut dire que ce mélange fait que tu portes des choses de ta mère, des Mmh. choses de ton père et on peut pas renier nos parents, on peut pas renier nos grands-parents et donc on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en tant que manager, en tant qu'entrepreneuse, tu bloques à un niveau de chiffre d'affaires, tu bloques dans ta carrière ou tu bloques avec ton couple et tu as un truc toxique qui se rejoue ou qui t'enferme et moi j'adore, mettre ma casquette de détective et aller chercher jusqu'à ce qu'on trouve la solution. En fait, je lâche rien tant que j'ai pas une solution pour qu'on puisse avancer ensemble, en Ouais. fait. Tu es très intuitive aussi là-dessus, tu canalises énormément, ça se ressent et c'est pour ça aussi que j'avais à cœur de te faire venir aussi dans le programme, que je me suis dit, «OK, j'ai envie de parler de transgénérationnel». Je sais que c'est un sujet que les gens, ils y croient pas et pourtant il y a de plus en plus de qu'on va dire de preuves scientifiques qui sont menées, qu'on peut, porter dans l'ADN jusqu'à 6 générations. Et concrètement, toi, est-ce que tu pourrais expliquer pour les personnes qui savent pas trop ce que c'est ou qui ont entendu parler vite fait, qu'est-ce que c'est le transgénérationnel? Alors, il y a plusieurs définitions. On va commencer par une définition très scientifique. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est l'analyse des gènes pour comprendre comment est-ce que des informations se transmettent de génération en génération. Mmh. Et ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, la science, elle vient expliquer ce que moi je capte depuis longtemps, avec des études qui ont été faites sur les descendants de survivants de camps de concentration ou des personnes qui ont survécu à des famines en Afrique ou dans certains pays, et même sur des survivants d'attentats. Donc il y a eu des études faites sur les survivants du 9/11, des attentats aux États-Unis, et qui ont montré que les bébés de ces personnes naissaient avec un niveau de cortisol, donc l'hormone du stress très élevé, et encore plus les petits-enfants. Parce que c'est ce qu'on dit dans le transgénérationnel, c'est qu'on porte beaucoup les mémoires de nos grands-parents. Parce qu'avec nos parents, il y a un lien émotionnel et un autre rapport qui fait que ça s'exprime pas pareil en nous. Mais par contre, on voit vraiment qu'une génération après, en fait, ça saute une génération. Et donc, les survivants des camps de concentration, leurs petits-enfants, ont eu pas mal de soucis avec des histoires de poids, soit des surpoids énormes, soit de la maigreur intense. Et donc, ça a été prouvé qu'il y a quelque chose qui change dans les gènes et qui vient impacter tes gènes pour te préparer en cas de grande famine, comme dans un camp de concentration, à survivre. Et ça aide aussi des personnes en surpoids à comprendre que tout à coup, Mmh. bah, leur surpoids, il n'est pas que lié à eux, il est lié à une histoire qui est très délicate à raconter, que peu de personnes ont osé dire parce qu'en fait, la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais à l'époque, les personnes qui revenaient des camps de concentration, lorsqu'ils racontaient ce qu'ils avaient vécu, ils n'ont pas été crus. La parole s'est libérée 15 ou 20 ans plus tard.
Ça veut dire que pendant plusieurs années, ces personnes, elles ont pas forcément pu en parler et donc elles se retrouvaient entre elles pour en parler plus, mais dans de nombreuses familles, c'était pas accepté et puis bon, bah, la vie reprenait et c'était une période où il y avait pas la psychologie comme aujourd'hui, il y avait pas les experts comme aujourd'hui et on disait: «Bon, bah, maintenant la vie reprend, tu te maries, tu fais des gamins, tu avances, on va planter les champs». Enfin, j'ai eu plein d'histoires comme ça en En fait, ils n'ont pas eu le temps de ressentir. non. Ils n'ont pas eu le temps d'encaisser ce qui s'était passé et ça s'est passé en silence total Mmh. et le silence, je pense que c'est un de nos héritages aussi, en tant que, là, aînée de famille, mais je pense pour toutes les familles, ici, j'ai l'impression que le poids du silence est très présent. En fait, le poids du silence et des non-dits, ça laisse des traces et c'est en fait, c'est ce que j'ai compris pour moi, mon histoire, pourquoi j'arrivais pas à tomber enceinte, c'est que ma maman est née hors mariage et dans les années 60, être, une jeune maman d'un bébé qui n'a pas de père, c'était compliqué. Faut savoir que la femme a le droit d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation Mmh. de son mari ou de son père en 1964. Donc 1960, c'était encore un peu barbare pour la position de la femme, dans la société et donc ma mère est née hors mariage et donc bah, ça crée aussi un certain climat autour d'avoir un enfant. Ça détruit une réputation, ça détruit une vie et en fait, c'est là où j'ai compris le poids du silence, des choses qui étaient pas digérées dans ma Mmh. famille, qui faisaient que moi, je pouvais pas tomber enceinte tant que ce sujet-là n'était pas réglé. Donc toi, en fait, dans ton job aujourd'hui, tu vas aussi, ouais, rechercher tous les faits historiques Ouais. en fonction de où tu étais où ton grand-père ou ton arrière-grand-père ou peu importe qui dans ta lignée était présent, ça va avoir un impact aujourd'hui sur toi, ta vie présente. Oui. C'est un peu ça? En fait, moi je suis passionnée d'histoire, Mmh. vraiment et parce que, bah, ça m'a tellement impactée l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que c'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché et en fait, l'histoire nous donne des informations sur ce qui s'est passé et je vois dans les personnes que j'accompagne, c'est des choses qui se répètent. La Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 80 ans, la fin de la Mmh. Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas vieux et donc c'est vraiment sur notre génération et la génération de nos parents que ça pèse encore. Et maintenant, il y a aussi des gens qui arrivent dans mes consultations avec la guerre d'Algérie comme mémoire aussi. Mmh. Parce que c'est une guerre dont on a aussi très peu parlé, en fait. Les atrocités de la guerre Complètement. d'Algérie, c'est passé quand même pas mal sous le tapis, même si aujourd'hui on libère la parole là-dessus. Et donc on voit qu'il y a ces mémoires, tous ces non-dits qui ressortent. Et je ne sais pas combien de consultantes j'ai dont le grand-père a fait la guerre d'Algérie, n'a jamais dit un mot sur ce qu'il a vécu. Et par contre, on voit dans la famille des énormes problèmes de rapport au corps, des énormes problèmes pour garder de l'argent, enfin, ou des histoires de maladies atroces qui arrivent. Cancer de la gorge, c'est souvent Mmh. tout ce qui n'a pas été dit. Ça, j'en ai eu plusieurs de rescapés de camps de concentration ou de la guerre d'Algérie, où les descendants après se retrouvent avec des cancers de la gorge. Et l'idée, c'est d'aller faire parler pour éviter que le corps somatise des choses qui n'ont pas été dites. Incroyable. C'est pour ça, je trouve ça tellement intéressant parce qu'aujourd'hui, ça fait intégralement aussi partie de mon travail en tant que coach et mentor, d'aller regarder aussi à la racine et de regarder aussi les parents, les grands-parents pour expliquer certaines réactions, certains schémas parce qu'on se rend bien compte à un moment donné quand on avance. Alors, c'est vrai que le transgénérationnel, tu vois, ça a mis du temps à arriver moi-même dans mon propre processus de guérison parce que je pense que c'est pas forcément le travail vers lequel il faut se tourner quand on débute, tu sais, pour Mmh. prendre conscience de ces schémas et tout. Mais par contre, c'est un travail qui vient en allant et à un moment donné, effectivement, je me rendais compte que je répétais certaines choses et surtout que je portais certaines choses qui ne m'appartenaient Mmh. pas, qui revenaient sans cesse et je comprenais pas pourquoi j'avais des peurs irrationnelles sur certaines choses, pourquoi j'avais tout le temps des conflits avec plutôt l'homme plutôt que la femme ou alors plutôt la femme plutôt que l'homme. Ça dépendait en fait de mais je sais pas et à ce moment-là, je découvre le transgénérationnel, je découvre aussi ton compte, je m'intéresse et franchement, tu sortais des choses, parfois je me disais: «Mais c'est trop flagrant». En fait, pour moi, maintenant, c'est même devenu logique, en fait, finalement. Mais comment on explique finalement que ça a autant d'impact comme ça sur notre vie présente, alors que c'est quand même des choses qui étaient bon, il y a pas si longtemps, 80 ans, comme tu disais, pour la Seconde Guerre mondiale, mais il y a des choses qui sont même passées pour je veux dire, pour nos parents et nos grands-parents. Pourquoi c'est nous qui les vivons? Je pense parce qu'aujourd'hui, on a assez de sécurité. En fait, aujourd'hui, on n'a jamais été autant en sécurité et dans l'abondance. Même si on a une impression que la Ouais. vie est difficile, Mmh. hem, un SMIC aujourd'hui, c'est pas beaucoup pour vivre à Paris, c'est sûr, mais par rapport à ce qu'avaient nos grands-parents dans leur enfance ou nos arrière-grands-parents, c'est énorme, en fait. Sauf que, bien sûr que, bah, aujourd'hui, tu as ton abonnement Netflix, ton téléphone, ton iPhone, ton ceci, ton cela, ce qui fait que ton SMIC te paraît pas beaucoup, mais tu crèves plus de faim, comme à ces époques-là. Et tant que c'est la pyramide de Maslow, en fait. Tant que tes besoins primaires ne sont pas, satisfaits, tu as pas le temps d'aller t'occuper de ta santé, mentale et puis, moi, je vais le voir d'un point de vue un peu vibratoire. C'est des époques où, il fallait reconstruire, il fallait avancer. On n'avait pas le temps de se poser, de ralentir et de poser des questions. Aujourd'hui, on a plus de temps
On a plus de conscience et puis on a plus de moyens, c'est ce qu'on disait aussi, Mmh. à travers les podcasts comme le tien qui viennent parler de santé mentale. Et encore, je me dis, on a tout ça, mais en entreprise, la santé mentale, c'est encore un sujet où tu te dis, vous êtes dans les années 30 les gars, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais. donc Donc et puis ça se libère, en fait, tu vois? Des personnes comme toi, elles viennent libérer la parole. Mais il y a encore enfin, moi, je vois que j'ai annoncé à mes parents que je me reconvertissais et que je disais ciao à ma carrière de top manager en pharma pour devenir, coach en transgénérationnel. Ils m'ont regardée, j'avoue que ça moi non plus, ça a pas été super bien reçu dans le sens où on s'est dit: «Mais dans quoi tu pars, quoi? mmh, Enfin, tu sors de nulle part et tu vas aller parler de santé mentale et tu vas accompagner des gens, là-dedans. Tu es sûr de toi là, Enfin, on n'a mmh, jamais vraiment compris, mais en fait, enfin, j'ai aussi un désir profond et d'ailleurs rien que le nom de mon podcast, c'est aussi une grande symbolique pour moi à voix haute parce que la santé mentale ne doit plus jamais se taire. Dire tout ce que les gens ressentent tout bas, c'est vraiment ça part de mon histoire familiale parce que trop de silence, parce que trop de non-dits, parce que, c'est toujours marcher sur des œufs, parce que, c'est, «Non, non, tais-toi, dis pas la vérité, sinon tu vas briser la famille». C'était souvent des choses comme ça et j'avoue que je suis venue un petit peu casser ce schéma et ça a fait du tort, mais du tort à qui en soi? Parce que le tort, en attendant, c'était moi qui le mmh. portais et de plus en plus, je pense que ça je sais que le podcast aujourd'hui, il a éveillé la conscience de beaucoup de personnes. Ça va faire presque un an que le podcast existe et on a cumulé, pratiquement 80 000 écoutes. Là, je vois un peu tous les récaps, de tout le monde en ce moment. Je me dis: «Waouh, tout le monde écoute le podcast». C'est incroyable parce qu'il y a les tu sais, les récaps sur Spotify, Deezer et tout ça. C'est incroyable et c'est vrai que pour moi, c'est très fort et c'est là où je m'éclate le plus. Pourquoi? Parce que je me suis tue toute ma vie aussi et j'ai vu toute ma famille être en silence sur des choses graves qui sont arrivées et il était temps, je pense, de mettre la lumière, un petit peu chaque jour là-dessus pour, libérer finalement, pas que moi, aussi comme une symboliquement aussi, ma lignée derrière moi qui entend, qui voit, qui ressent et j'ai souvent l'impression effectivement de devoir, transmuter, de devoir, mourir et renaître. On en parlait juste avant, mais c'est vraiment comme un j'ai vraiment ce truc intérieur et j'ai l'impression parfois de mourir sur des choses que j'ai même pas vécues, mais à la place d'eux, tu vois? Et donc ça me parle beaucoup et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était pour moi important de te faire venir ici au podcast parce que ça a une place, très importante, le transgénérationnel dans un processus de guérison et est-ce que tu pourrais dire aussi, m'expliquer peut-être les signaux que tu vois le plus souvent chez des personnes qui portent des poids qui ne leur appartiennent pas? Qu'est-ce que Mmh. tu vois généralement? Moi, ce que je vais capter, c'est quand tu es pas à ta place. Mmh. Ça, c'est intéressant, j'en parlais, encore hier avec une amie et et on parlait d'un de ses enfants et je lui dis: «Mais il est pas à sa place, je fais: tu eu une fausse couche avant?» Et c'est des choses que je vais capter, en fait. C'est comme si pour moi, je sens qu'il y a une dissonance dans la famille parce que s'il y a une fausse couche, un arrêt de grossesse, qu'il soit volontaire ou pas ou médical, ça laisse une trace, en fait et j'ai un don pour le sentir, en fait, vraiment, c'est quelque chose que je sens et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'invite vraiment aussi toutes les femmes qui vont nous écouter à libérer la parole sur le sujet des fausses couches, des avortements, de tout ça, d'informer leurs enfants. Parce qu'en fait, un bébé, quand il arrive dans le ventre de sa maman, il va donner des cellules de lui à sa maman. Ça, c'est vraiment un fait scientifique et la maman donne des cellules à son bébé. C'est-à-dire que s'il y a un bébé qui était là avant, ce bébé a aussi laissé des cellules à sa maman Waouh! et donc il donne aussi des cellules à ses frères et sœurs. Mmh. Donc la lignée, elle le sait en fait par l'ADN, par les gènes, partout. On a l'information qu'il y a quelqu'un qui était là avant nous, mais quand on est, la personne, elle est pas là. Et ce qui fait qu'on va avoir des enfants hyperactifs ou des enfants qui ont un problème de place ou des enfants qui ont un problème d'expression quand ils sont pas forcément informés de ce qui s'est passé avant. Et souvent, quand on n'informe pas, c'est parce qu'il y a eu un drame et qu'on veut pas impacter l'enfant. Mais sauf que taire un drame, c'est pas nous rendre service. Alors après, ça veut pas dire qu'il faut tout crier sur les toits, il faut Mmh. trouver le moment d'en parler, Bien sûr. mais déjà, on peut le faire aussi parfois simplement par une lettre en énergétique, en fait. Écrire une lettre à ses enfants quand ils sont tout petits pour informer déjà l'âme ou l'inconscient comme on voudra et commencer à parler de ce genre de sujet. Hem, ouais, nommer les choses. Comme tu le disais, tu es là pour révéler les silences et à qu'on arrête de se taire et ça commence par arrêter de cacher des choses qui font partie de la vie et la mort fait partie de la vie et les générations avant nous, c'est ce que tu posais comme question, pourquoi on porte autant de poids de transgénérationnel? On n'a pas parlé de toutes ces morts affreuses. En France, on parle beaucoup des personnes qui ont, soutenu, De Gaulle, qui ont été vraiment dans cette révolte, dans la résistance. Mais tous les collabos, on en fait quoi? Tous Mmh. ces gens qui ont été contre la France, qui ont fait déporter des personnes, on n'en parle pas et tout ça, c'est des secrets de famille qu'on n'ose pas parler parce qu'on a honte et la honte, elle crée une énergie qui va vraiment nous faire mal et que ça soit la honte de quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, la honte d'avoir vécu un avortement. En fait, il y a pas de honte à avoir. Il est temps pour nous d'arrêter
de cacher ces sujets parce que plus on va les démocratiser, plus les générations d'après, elles vont être libérées aussi et la mort fait partie de la vie. Mmh. Tellement intéressant parce que pour le coup, je pense que la meilleure thérapie que je me suis infligée, c'est finalement d'en parler, à voix haute, bien avant le podcast à voix haute. Je parle vraiment du fait de sortir du silence et à un moment donné, moi je me rappelle juste là d'un événement, la première fois que j'ai parlé de ma santé mentale avant d'en parler sur les réseaux sociaux, mais auprès de mes amis, en fait, tout simplement parce qu'ils se doutaient que ça allait pas dans ma vie. Ils savaient quelques lignes, mais j'ai jamais été on va dire dans les profondeurs, tout ça parce que j'étais toujours sur, on va dire la défensive dès qu'on essayait de m'approcher un peu trop près. Mmh. Mais un jour, quand je suis rentrée de thérapie du Mexique, et que j'ai aussi eu une toute autre approche, hein, de la psychologie et que je suis sortie un petit peu des choses un peu classiques où, comme tu disais années 30, hein, c'est vraiment ce sentiment aussi que j'ai, sur la psychologie, en Europe, de manière générale et quand je suis revenue du Mexique et que, ça a été tout un process mais une ma première transformation intérieure. J'ai réuni mes amis et je leur ai raconté ce que j'avais vécu pour la première fois et ça a été en fait, une soirée qui a délié les langues parce que mine de rien, j'ai été à ce moment-là la première à dire à voix haute ce que je ressentais et puis au fur et à mesure, une personne, puis 2, puis 3 et dire, «Bah, moi aussi j'ai vécu ça et il s'est passé ça aussi dans ma famille». On s'était rendu compte de rien alors que ça faisait 10 ans, 15 ans qu'on se connaissait pour certains et en fait c'est là que je me suis dit, «Pourquoi on n'en parle pas quoi? C'est pas possible». Et 2 mois après, j'ouvrais la voie, sur les réseaux sociaux et je venais avec un post pour parler d'abord de ma dépression et j'étais persuadée jusqu'alors que j'étais toute seule à vivre ce que j'avais vécu et puis ça a pris une personne, 5 personnes, 10 personnes qui commencent à me dire: «Beh, moi, je vis un peu les mêmes symptômes. Moi aussi, c'est très compliqué avec mes parents. Moi aussi, j'ai vécu, telle ou telle chose» et puis en discutant, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai jamais été seule» et ça a été la meilleure thérapie que j'ai aujourd'hui, c'est effectivement de beaucoup exprimer, de beaucoup, sortir ça et c'est comme si à chaque fois que je le faisais, j'arrivais à libérer, à totalement m'en détacher, tu vois? Donc bien sûr, je dis pas tout parce qu'il y a des choses encore qui sont là dans mon ventre, dans mon cœur, dans ma tête, partout et qui sont très difficiles encore. Mais je me dis que de toute façon, ça viendra quand ça viendra. Mais ouais, c'est une bonne thérapie le fait de sortir du silence et ça fait mal, ça fait très mal et ça va pas réjouir vos proches. Moi, ils sont pas très contents non plus, hein, forcément. Mais il était temps, en fait et en fait, aujourd'hui, au-delà de ça, quand je regarde, ça a même permis, je pense, à certains membres de ma famille de se sentir vus et de se sentir, aussi, plus en sécurité pour parler de certaines choses et j'étais la première de cette lignée à le faire. J'en suis assez fière, même si parfois c'est assez dur. Mais voilà quoi et puis il y a toutes ces loyautés familiales et j'ai envie qu'on en parle de ça, de ces Mmh. loyautés familiales. Tu en parles souvent. Qu'est-ce que tu peux dire des loyautés familiales? On en a parlé juste avant, c'est et ça se retrouve beaucoup dans le business ou dans le couple. Je trouve que c'est vraiment 2 domaines où on va avoir les loyautés familiales. En fait, quand on vient d'une famille, qui a vécu dans un certain système, donc ça peut être un système de pauvreté, ça peut Mmh. être un système de violence de couple, ça peut être un système où on doit se taire. Nous, on est là, on a envie de le dépasser. Donc on va réussir à le dépasser jusqu'à un certain point parce qu'il y a cette volonté, en fait, on a Ouais. cette puissance, on a cette envie, on est dans un monde en plus qui nous dit que tout est possible, donc on va y aller et il y a un moment, on va se retrouver comme avec ce plafond de verre et là, c'est comme s'il y a une voix à l'intérieur de nous qui nous dit: «Mais, reste petite, reste à ta place, prends pas trop de place, tu es une femme, tu es, ou tu es la fille d'eux, donc tu peux pas». Et c'est là où moi où je m'éclate avec les loyautés familiales parce qu'en fait, il y a un processus mental qu'on peut aller défaire avec le coaching et il y a le processus énergétique d'aller, rompre Mmh. les liens avec la mère, le père pour pouvoir s'épanouir. Mais c'est hyper inconfortable Ah là là, parce que quand dans ta famille, tout le monde a toujours été pauvre, laisse tomber. toi, si tu dis: «J'ai envie d'être millionnaire», on va tout de suite te cracher dessus en disant: «Mais tu es dingue, mais pour qui tu te prends? Mais ça Ouais. y est, elle est visible sur les réseaux sociaux, elle se sent plus». Alors que non, et si tu étais dans une autre famille qui était millionnaire, ils diraient: «Bah, c'est normal» et dans les 2 cas, c'est hyper difficile à dépasser. Parce qu'il y en a un, tu as la pression de: «Si je réussis pas alors qu'ils sont tous millionnaires, bah, je suis qui?» et dans l'autre, c'est: «Si je deviens millionnaire, je suis infidèle à mon clan» Ouais, je me sens rejetée, c'est ça. et quand tu es infidèle à ton clan, tu es rejeté et en fait, l'homme, comment là, c'est au niveau, de la construction du psychique et comment on fonctionne en tant qu'animal, Mmh. l'homme est fait pour vivre en clan. Donc la plus grande peur de l'homme, c'est d'être seul. Mmh. Parce que si tu es seul, tu meurs. Et ça, c'est notre amygdale qui tire les ficelles. C'est notre enfant intérieur qui a été rejeté à certains moments, qui a cru mourir. Donc ça, c'est des traumas de l'enfance aussi que tu rajoutes par-dessus ça. Et donc là,
Tu beau être une girl boss qui veut vraiment avancer, qui connaît son impact. Tu as fait tout ton marketing, toute ta stratégie, tu sais que tu es douée, tu sais J'ai que tu es à ta l'impression qu'elle me place. parle à moi là. Mais en fait, je te parle à toi, mais comme je parle à mes clientes, en fait, Ah, c'est on fou. connaît notre valeur Mmh. et pourtant, il y a une voix qui crie plus fort et qui nous dit: «Mais reste petite et fais pas chier». C'est un peu ça, ouais. C'est Et c'est épuisant et là, c'est une bagarre qui est épuisante. C'est pour moi, des moments où je suis dans mon mental, où j'en pleure tellement tu es impacté par cette voix qui dit: «Mais tu vas pas y arriver, de toute façon, ce que tu fais, c'est pas si important que ça». Alors que tu as tes clientes qui t'écrivent merci et tu vois des gens dont tu as transformé la vie, mais tu as toujours cette voix, comme si tu avais 8 ans, qui te dit: «Mais tu nous emmerdes, reste petite, arrête, arrête» et ça te fait douter et ça te fait perdre une énergie de folie et aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de dépasser ça parce que, en fait, en le dépassant, c'est là où on va pouvoir rompre la loyauté familiale, mais recréer une famille avec d'autres cartes. Et donc, ça demande de passer par un passage hyper inconfortable où tu coupes les liens parfois, où tu vas parler de tes valeurs autrement et là, tes proches se disent: «Mais je savais même pas qu'elle avait ça en elle», donc tes proches te reconnaissent pas. Mmh. Et donc, tu passes par une phase de quelques mois à quelques années où tu te retrouves seule ou avec la nouvelle famille que tu es en train de créer. Et ça demande énormément de courage et c'est pour ça que je te trouve hyper courageuse dans ce que tu fais. Parce que tu viens mettre des mots sur un sujet qui est douloureux pour beaucoup de personnes et on te dit: «Tais-toi». Et donc il y a ce combat dont on parle très peu, en fait, ce combat intérieur relié à cette loyauté familiale et en même temps à notre cœur qui est là en mode, on peut plus être fidèle à quelque chose qui nous donne envie de mourir. J'ai les larmes aux yeux. Ça me touche énormément parce que, ouais, j'ai l'impression que tu vraiment le message était frontal là. Je le sens beaucoup dans ma chair effectivement. C'est une année un peu compliquée là, d'un point de vue, ouais, d'un point de vue rejet, d'un point de vue, je sais que j'ai envie et j'ai la vision grande. Je me vois, je le visualise, c'est là, j'arrive à le matérialiser quand je veux et puis d'un seul coup, j'ai effectivement cette voix d'enfant qui revient et qui me dit: «Tout va s'effondrer, tu pas le droit et tu peux pas». Parce qu'à chaque fois que je vais grand, j'ai l'impression de m'éloigner de ma famille. J'ai l'impression de m'éloigner de mon clan, comme tu disais et pourtant, je dis toujours que je suis pas super attachée à mon clan, mais parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais évidemment que dans le fond de mon cœur, j'ai envie d'appartenir à quelque chose. C'est un besoin, besoin Mmh. primaire, un besoin d'appartenance et c'est vrai qu'à chaque fois que je m'autorise à faire grand, c'est comme si d'un seul coup, j'arrivais pas à profiter de ce plaisir de: «Waouh, regarde tout ce que tu fais, tout ce que tu incarnes, tout le chemin». Parce que derrière, en fait, bah, il y a personne qui a fait ce chemin-là chez moi et j'ai l'impression que j'ai pas le droit. Donc Mmh. je prends très peu de plaisir dans mes réussites. C'est un peu ça aussi, donc c'est ouf. Je suis ça me retourne un peu le ventre là. Et tu Elle est sais, forte Margot, hein, c'est mais je pense que tu as enfin, c'est parce que ça me parle, enfin, je me parlais autant à moi qu'à toi, qu'à toutes les personnes qui nous écoutent. mmh, Faire ce chemin, ça demande du courage. mmh. Mais après, quand tu as ta cousine avec qui tu pas eu de contact depuis, 5, 6, 7 ans, qui t'écrit sur tes réseaux sociaux et qui te dit: «Waouh, je savais pas que tu faisais ça, merci». C'est des moments où moi ça m'émeut parce que tu te rends compte qu'en fait, ce chemin, tu le fais pour toi, d'abord pour toi, mais en fait, tu le fais aussi pour les autres qui osaient pas et qui, en fait, à un moment, vont te permettre de retrouver ce clan, mais de manière saine. En gros, on a besoin de sortir de ce clan qui est malsain parce qu'il enferme dans les non-dits, dans «tais-toi, sois belle» ou «tais-toi, sois intelligente» ou «tais-toi et fais pas de vagues». On a chacune, en fonction des familles, un truc différent Mmh. et sortir de ça, le déconstruire pour revenir, en fait, en étant toi et en fait, c'est vraiment pour moi ce mouvement quand tu incarnes qui tu es, le clan, en fait, il accepte et avec ta nouvelle vibration, avec tout ce que tu apportes de sagesse et de savoir, le clan, il te laisse revenir et il se transforme à ton contact et en fait, c'est ce que dit Gandhi: «Incarne le changement que tu veux voir dans ce monde». Quand tu l'incarnes, ça tout bouge autour de toi et les gens que tu aimes, ils reviennent aussi à un moment Mmh. parce que toi aussi tu es vrai. Mais dans la phase où tu es dans la déconstruction, il y a les anciennes parts de toi qui sont encore attachées à la déconstruction et encore attachées au clan. La nouvelle part de toi qui est là, genre: «C'est un peu bancal, j'essaye de trouver ma nouvelle stabilité, mes nouvelles racines». Et donc, bah, cette phase d'épuration, elle va prendre parfois un certain temps et une fois que c'est fait, mais c'est une renaissance incroyable. Ouais, waouh. Tu le dis avec tellement de simplicité aussi dans tes mots et c'est ce qui fait qu'on arrive vraiment à visualiser la chose et à comprendre, tu vois, dans le cœur, en Mmh. fait, ce qui se passe donc juste merci pour, tous ces mots, c'est hyper réconfortant. Oui, ça demande du courage et je suis assez d'accord pour dire que derrière, c'est une vraie renaissance parce qu'en plus, je me le suis prouvé à moi-même à plusieurs reprises dans ma vie. À chaque fois que j'ai mené
quelque chose, un projet, par le cœur, même si, bah, je savais que ça allait avoir des répercussions dans le domaine familial ou même, ça pouvait être amical aussi. Parce qu'il faut dire aussi que même l'entourage amical, mais quand on s'élève, quand on brille, quand on gagne plus d'argent, tout ça, bah, il y a un peu de jalousie qui peut se créer, il y a un peu de frustration. Donc ça fait du tri, hein, et à un moment donné, on se retrouve vachement seul et j'ai l'impression que là, ouais, va y avoir encore un nouveau tournant dans ma vie, spirituelle et intérieure Mmh. où je vais sentir, un énorme, craquement, tu vois? Comme un truc où je vais plus avoir le choix de continuer sur ces loyautés-là et à continuer avec cette voix d'enfant qui me dit: «Tais-toi, fais-toi petite». Et d'ailleurs, en parlant de ça, surtout ces silences, les non-dits, toutes ces choses-là qui, comme je disais, c'est quelque chose que je vois très souvent moi aussi dans mes coachings. On ose très, très peu parler, exprimer. On voit souvent et en ce moment, je vois beaucoup chakra de la gorge. Toi-même, toi-même, tu es un peu enroué donc ça parle aussi, mais chakra de la gorge qui est très, très, très fermé. On n'arrive plus à exprimer, on n'arrive plus à ressentir dans le cœur. Comment tous ces silences, tous ces non-dits des anciennes générations arrivent à nous impacter aujourd'hui dans notre vie? Et justement, peut-être que est-ce que tu as des exemples concrets de cas où tu as vu effectivement, que tous les silences avaient un impact dans la vie de la personne actuelle? Alors j'ai un exemple que j'aime beaucoup qui est avec un prénom, qui s'appelle le prénom François, Françoise. C'est un prénom qui a une injonction dedans. François, sois franc. OK. En fait, c'est la langue des oiseaux et je vous invite tous à aller utiliser ChatGPT et lui demander de faire votre prénom en langue des oiseaux pour comprendre ce que votre prénom dit. Et dans un prénom, sois franc, François, il y a une double injonction. Soit il est fidèle à son prénom et donc il va être franc, il va faire éclater le clan familial, mais gérer toutes ces peurs-là, et il y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à les gérer, même si ça bouge aujourd'hui. Soit il va faire l'inverse, il va se taire et être franc que dans le clan familial et donc maintenir le secret, maintenir les silences sur tout ce qui doit être caché. En fait, c'est un peu cette idée, tu sais, de ce qu'on dit la famille à l'américaine ou la famille sur les réseaux sociaux, tout shiny devant, les dents refaites, parfaites, et derrière, dès que tu as la porte qui est fermée, c'est le chaos. Et en fait, le prénom François, Françoise, c'est des prénoms où moi, tout de suite, je vais les chercher, les secrets, les non-dits, parce que ce sont des prénoms qui disent vraiment, il y a une fidélité au clan et il a fallu se taire. Parce qu'on le voit dans les générations avant nous, le travail qu'on fait aujourd'hui, ils n'avaient pas les mêmes simplicités de le faire. Et Mmh. souvent, les François, on on les repère et ça veut dire qu'il y a des choses à aller chercher. Dingue. Et après, tu vois, pour moi, c'est ce que je dis à mes clientes quand elles viennent chez moi. Je suis pas là pour venir chercher des secrets de famille juste pour te faire plaisir. Mmh. Tu viens avec un sujet et par exemple, tu viens avec le sujet, ton couple va pas bien ou tu sens que ton mec est toxique. Là, on va aller chercher, c'est quoi le problème avec l'homme par rapport à la femme? Est-ce que tu viens d'une famille où la femme est soumise? Est-ce que tu viens d'une famille où il y a eu beaucoup d'abus? On en parlait tout à l'heure, un sujet qui est très douloureux, qui est l'inceste, qui est malheureusement très, très, très présent, mais peu de personnes osent en parler parce que les gens culpabilisent. Parce que grâce à la psychologie freudienne, on t'a fait croire que un petit enfant pouvait avoir des pulsions sexuelles sur son papa. Merci Freud, Mmh. merci enfin, j'ai une colère contre ça parce que je récupère des personnes en thérapie, qui au bout de quelques séances vont oser dire et partager cet inceste et tout ça, ce sont des non-dits et ce sont des non-dits qui se répètent de génération en génération. On voit vraiment l'inceste se répéter sous différentes formes et on va souvent essayer de le minimiser en disant: «Bon, bah, c'est arrivé qu'une fois» ou «Il était jeune aussi» ou je ne sais quoi et en fait, il est temps aussi de libérer la parole là-dessus pour, bah, parce que l'inceste, ça touche notre sexualité. Mmh. La sexualité, c'est la vie, donc C'est des la choses à faire création, bouger. ouais. La création, ouais. Ça impacte quoi, par exemple, si on parle là ici d'inceste, qu'est-ce que tu vas voir comme, signaux, dans la vie de quelqu'un, dans ses réactions ou plutôt dans ses comportements, dans ses schémas? C'est très, très différent en fonction de chaque personne. Mmh. C'est pour ça vraiment à prendre avec des pincettes pour les gens qui nous écoutent, mais il y a des schémas de non-sécurité. En fait, quand on abîme ton enfant, quand tu as des attouchements dans l'enfance, ça vient toucher toute ta sécurité. Ça vient aussi l'inceste, c'est quelqu'un de proche, donc dans les gens que j'accompagne, c'est les grands frères, les cousins, cousines, le père parfois ou le grand-père. Hem, Ça arrive que ça soit des femmes, on n'en parle pas, mais j'ai plusieurs clientes où c'est des femmes, la tante, la cousine, parce que, bah, elles ont vécu ça elles-mêmes. Mmh. Donc l'inceste, c'est quelque chose qui se répète, hein. C'est pas ça débarque pas de nulle part dans une famille. En général, on trouve, sur plusieurs générations avant ou de manière rayonnante dans la famille. Hem, c'est malheureusement très courant et comment je vais le voir?
Pour moi, c'est quelqu'un qui a un problème de sécurité, tu vois, qui se sent jamais à sa place, qui est pas bien. Quelqu'un qui va être, en manque de joie de la vie, tu vois, qui est comme un peu éteint à l'intérieur de lui. Hem, il y a aussi, Est-ce qu'il attire ou elle attire des partenaires? ouais, Genre, quel type de partenaire? pour moi, quelqu'un qui a été abîmé dans sa sexualité, donc ça soit par un viol, de l'inceste, des violences, une famille maltraitante. Parfois, hein, ça va pas jusqu'à l'attouchement, ça peut être juste enfin juste, grosses guillemets, ça peut être psychologique, les Mmh. violences aussi. Ça va faire que ça crée une faille dans notre psyché et donc quand des gens qu'on aime nous maltraitent, que ça soit physiquement ou mentalement, qu'est-ce qu'on va chercher dans la relation après? Ça, toi, tu le dois le voir aussi beaucoup dans tes Énormément, coachings. Tu vas énormément. chercher quelqu'un qui est toxique ou qui parle ce langage de l'amour et le Exactement. tien, c'est le langage de la violence. Donc tu vas chercher la violence. Ça peut être même rien que dans ton taf. C'est pas forcément ton conjoint qui est violent, c'est dans ton taf, tu vas avoir que des managers qui sont violents et toxiques. Et là, je vais aller chercher les mémoires d'inceste, les mémoires de violence, les mémoires en fait de non-respect de tes limites. Parce que tu vois, on en parle beaucoup aujourd'hui, il faut mettre des limites, il faut mettre des limites, il faut savoir dire non. Mais en fait, il y a des gens qui peuvent pas. Parce que quand tu vis des violences sexuelles comme ça, dire non, ça veut dire mourir pour ton inconscient. Donc, en tant qu'adulte, bien sûr que là, tu es en train de m'écouter, tu as 30 ans, 25 ans, 40 ans, je sais pas, et tu dis oui, mais aujourd'hui, je suis plus en situation d'insécurité. Oui, mais c'est ton enfant qui a tellement intériorisé que si je dis non, je vais mourir, qu'en tant qu'adulte, tu peux avoir du mal à dire non. Et c'est pour ça que cette injonction à poser des limites, à dire non, elle est pas bonne pour tout le monde. C'est un chemin d'apprendre à mettre des limites quand on a vécu des choses aussi violentes. C'est clair, je te rejoins, mais à 100 en fait, et le mot sécurité d'ailleurs, c'est un mot que j'utilise beaucoup dans mes coachings parce que finalement j'ai que des personnes qui sont dans une insécurité et qui veulent toutes briller, qui veulent toutes avoir confiance en elles, qui veulent, je sais pas, juste avoir un partenaire sain et cetera. Mais dès qu'il y a quelque chose de sain, de calme, de bon pour elles, elles vont le rejeter et en fait, on se rend compte que c'est aussi, dans le système nerveux, tu vois? Tout est ancré, tout est là et quand on a toujours été habitué à ce langage-là, disons, si on parle français, on est né avec, la langue française et demain je te demande, bah, tu vas parler chinois, du Mmh. coup parce que tu as une conférence en chinois, c'est pas possible. Bah, c'est la même chose pour le système nerveux qui a toujours appris le langage de la violence et qui du coup, bah, demain si tu accueilles, quelqu'un qui est calme, qui est stable, qui communique, tu vas dire: «Je connais pas moi j'y vais pas» et c'est vraiment pour ça que on répète ces mêmes schémas. C'est parce qu'on n'a pas encore appris à se remettre en sécurité et à faire comprendre à son système nerveux que là, à cet âge-là présentement, tu n'es plus en danger et tu peux réaccueillir. Mais c'est tout un process parce que on guérit pas de 30 ans de trauma en une séance ou en se disant: «Oh bah tiens, aujourd'hui, c'est bon, c'est derrière moi». Non, ça se Mmh. passe pas comme ça. Et merci pour ce point parce que je vois beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant: «Oui, est-ce qu'un rendez-vous, ça va suffire?» Et c'est pour ça que je déteste accompagner au rendez-vous, en fait, Ah parce moi que je le pour fais pas moi, pour ça, hein. c'est, Je le fais vraiment pas pour ça. Ça a été mon parti pris dès le ouais, départ aussi. et je suis d'accord avec ça. C'est pour ça, bon, aujourd'hui, j'ai 2 formats d'accompagnement, mais parfois faire une constellation familiale, ça va faire bouger beaucoup de choses et Oui. c'est très chouette. Sauf que, comme tu le dis, quand ça fait 30 ans que tu portes tes traumas, Mmh. même si tu penses que tu les as bien enterrés, en fait, tout ce qui est enterré, à un moment, remonte à la surface et vouloir dézinguer 30 ans de trauma d'un seul coup, déjà ton système nerveux, comme tu le dis, il peut pas forcément, Il peut et en exploser, plus, ce sera encore pire. voilà, et ton mental, ta tête, elle a besoin parfois de temps et aussi de c'est du taf. C'est pas que le travail avec la thérapeute, ça va être Non, les lectures que tu as à côté, les podcasts que tu écoutes, les livres que tu lis, les exercices que tu fais et que tu mets en pratique. Parce qu'il y a aujourd'hui, tu vois, c'est ce que je vois et c'est ce qui me rend ambivalente dans le rôle de thérapeute, c'est que tu as beaucoup de personnes qui viennent, elles ont une douleur énorme. Et bien sûr que quand on accompagne de l'humain, on veut que l'humain aille mieux et on veut les aider. Mais on on peut pas faire de miracle, mmh mh. hem, juste parce que là, tu as décidé que toi, tu voulais aller mieux maintenant tout de suite. Et on a besoin d'être un peu plus patient avec nous et avec nos souffrances, en fait, prendre conscience que ça fait partie de notre histoire et que, bah, il faut du temps et Oui. aussi avoir envie, avoir le courage de se lancer là-dedans. Parce que comme tu le dis, tu changes de proche, Mmh. ton cercle amical, il disparaît pour renaître, mais il y a un moment, et je pense que 80 des gens que j'accompagne me l'ont déjà dit, quand tu commences ce chemin de transformation intérieure, waouh, ton cercle, il change. Tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Même si Mmh. nous, tu vois, avec ce recul qu'on a aujourd'hui, d'avoir traversé certaines ombres et moi j'ai vécu plusieurs morts, plusieurs renaissances intérieures, je sais
à peu près vers quoi cette personne va tendre quand elle va se lancer, mais je peux pas spoiler, je peux pas vraiment aussi contrôler ça parce que parfois ça peut prendre une toute autre tournure. Mais pour moi, c'est clair qu'il faut un immense courage pour oser affronter ce qu'on affronte tous les jours, toi comme moi, mais aussi d'autres personnes. Mais en même temps, c'est la plus belle des choses, tu vois? Parce que bah, je serais pas là à en parler, je serais pas là à faire tout ce que je fais aujourd'hui et aussi à quand je vois ma vie aussi d'un point de vue intérieur, bien sûr qu'il y a toujours des hauts et des bas, des choses très compliquées à gérer, mais au-delà de ça, ça n'a rien à voir avec la version de moi d'il y a 3 ans et j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi, ça c'est sûr, mais j'ai aussi réaccueilli des gens, mais qui m'élèvent tous les jours, où je sens que j'ai une ça me donne une force, mais incroyable et pas une force en mode, je ressens rien et je montre rien comme d'habitude. Je suis 100 moi avec elle, avec il et elle. Enfin, il y a plusieurs, personnes autour de moi qui sont comme des piliers aussi parce que je peux être moi, je peux tout leur dire et ça, c'est impressionnant aussi dans ce process. Mais il y a aussi une phase effectivement où il y a un énorme où en fait, j'ai l'impression que ça réveille tous les traumas, où tu vas être seule, où tu vas marcher seule et tu vas devoir accepter ça. Tu vas être dans le flou, tu vas te remettre en question sur ton job, sur ton mec, sur ta meuf, sur tous les aspects de ta vie. Tu vas te demander si tes potes sont sains, tu vas te demander si tout ce que tu fais au quotidien vaut vraiment la peine et si on continue. Et c'est en fait là le rôle d'un accompagnateur, donc d'un guide, d'une thérapeute, d'une coach, peu importe, qui va être là pour te soutenir dans cette phase qui est tellement dure parce que le vivre seul, moi en tout cas, bah, ça m'a amené en dépression quand j'ai voulu faire la meuf et me dire: «Je suis hyper indépendante, j'ai toujours tout porté sur moi, je vais faire seule». Pas du tout. Ça m'a menée encore plus bas, plus encore plus dans l'ombre et encore plus dans la profondeur des choses, mais j'aurais pu, y rester très longtemps si j'avais pas accepté de l'aide et c'est pour ça que je dis que effectivement, moi, je ne fais pas la séance non plus parce que je crois pas à la transformation rapide et comme je me focalise sur la transformation et pas sur, simplement, «Bon, bah, super, on a fait une séance et voilà, j'espère que ça a débloqué et puis on se verra plus tard». Non, on se focalise sur un vrai processus de transformation intérieure. C'est encore bien différent que simplement régler un ou 2 schémas. C'est vraiment de la métamorphose, quoi, tu vois? C'est pour ça que j'ai appelé mon programme métamorphose aussi, tu vois? Et ça a tout un symbole parce que, c'est important pour moi d'aller jusqu'au bout des choses, tu vois? Ouais, merci, ouais, je te rejoins vraiment là-dessus et c'est OK si les gens sont pas prêts à aller Non, dans un oui. podcast, d'aller à aller pardon. C'est OK si les gens sont pas prêts à aller en profondeur. Maintenant, c'est juste remettre de la conscience sur le fait que donne-toi les moyens de la transformation que tu veux t'offrir Mmh. en choisissant une thérapeute qui te parle. En plus, avec les réseaux sociaux, pour le coup, tu peux vraiment l'observer en long, large, en travers et prendre le temps de choisir quelqu'un qui vibre, les mêmes valeurs que toi et avec qui tu te sens en confiance et avec qui tu as envie de tout donner pendant quelques mois pour la vivre, cette transformation, cette métamorphose. Exactement. Est-ce que tu pourrais peut-être exprimer quelque chose d'assez personnel chez toi qui a peut-être, grâce au transgénérationnel, qui s'est je sais pas, qui s'est mis en lumière? Alors ça peut être quelque chose qui t'a aussi transcendé, de manière, très durement, mais qui a même en même temps été révélé et t'a révélé? Hem, moi, j'ai en fait, avant de faire tout ce cheminement, j'avais vraiment ce rôle de celle qui réussit. Donc je suis dyslexique, je suis dysorthographique, je dois avoir pas mal d'autres dys, mais bon, je me suis jamais fait tester pour tout ça et je pense que c'est ma plus grande chance, donc j'ai jamais été mise dans une case que c'était pas possible et donc j'ai fait des grandes études, je parle 3 langues couramment, hem, j'ai fait plein de choses et je me suis toujours forcée à me dépasser, mais jusqu'à me rendre malade. J'ai fait un espèce de premier burn-out, j'avais 25 ans, le deuxième à 31 et j'ai eu besoin de passer par ces effondrements-là. Sauf que quand tu es dans ces phases d'effondrement, tu vois pas la lumière au bout du tunnel et c'est des moments où j'avais juste envie de mourir, en fait, de me dire: «Mais Mmh. à quoi ça sert cette vie?» Pour moi, la vie avait pas de sens. Ce côté métro, boulot, dodo, OK, j'ai coché toutes les cases, en couple, je suis mariée, j'ai mes beaux diplômes, j'ai mes grandes études, j'ai ma super carrière et en fait, j'étais en train de mourir à l'intérieur et vraiment de mourir et j'ai eu besoin de comprendre qu'en fait, toute ma vie, j'avais obéi à une idée de la société, de mes parents, mais en fait, c'est pas méchant, quoi, c'est juste que l'humain projette en permanence sur l'autre des façons qu'il devrait faire et heu et je vois, je suis maman aujourd'hui et donc je projette aussi sur ma fille plein de choses et j'essaye de déconstruire, mais on est humain et j'ai dû déconstruire tout ce que je pensais que les autres attendaient de moi parce qu'en fait, c'est ce que je pensais et ce que je pensais devoir réussir et pour ça, il a fallu que j'en passe par des phases vraiment très sombres et d'effondrement, total et c et en fait, on se dit parfois: «C'est dommage d'en arriver là», mais non,
parce que si on ne touche pas le fond, c'est difficile de remonter en fait. Si tu t'arrêtes, Oui. enfin, le fond, ça te permet de toucher un truc qui est vraiment douloureux et là, tu prends la décision de vivre. Là, Mmh. tu la prends, mais ça veut dire qu'en remontant, tu vas déconstruire, tu vas sortir de ton clan, tu vas sortir de tes schémas relationnels toxiques avec des mecs qui ne te correspondent pas, tu vas arrêter d'aller bosser dans un labo pharma, pour faire, des choses qui te correspondent plus non plus dans tes valeurs et tout ça, il faut oser le dire, dans une société qui, moi, m'avait formatée, école de commerce. Donc, en plus des j'ai fait la meilleure école de commerce allemande, donc vraiment en mode, tu réussis et tu dois toucher ton salaire à 6 chiffres, sinon tu pas réussi ta vie et déconstruire ça, ça a été douloureux et en même temps, ça a été tellement libérateur. Moi j'avais des douleurs dans tout le corps en permanence, j'étais stressée, je buvais pas mal d'alcool avec les soirées, en fait, d'entreprise, c'était une fuite. J'étais tout le temps en déplacement et en fait, je fuyais ma vie et j'avais une consommation Amazon qui était dingue. Le jour où j'ai posé ma dème et ça m'a pris du jour au lendemain, en fait, vraiment, j'ai senti que mon corps allait craquer. Mmh. J'ai plus aucune dépense, Mmh. j'ai plus bu d'alcool. Le chocolat, j'en mangeais plus, moi, j'en achetais régulièrement et en fait, à un moment, j'ouvre mon frigidaire et je vois toutes ces tablettes de chocolat, je fais: «Ah ouais, depuis que j'ai posé madame, j'en mange plus». Plein de choses comme ça, en fait et c'est cette douleur qui me donne la force aujourd'hui de me réinventer et d'aller dans un domaine qui est peut-être un peu, contre-intuitif pour beaucoup, Mmh. qui demande, tu le sais, énormément de courage et de résilience et en même temps, qui fait que je suis 100 fois plus heureuse que là, tu me dis de retourner dans la pharma, OK, super salaire, hein, top. Mais par contre, Mmh. pour rien au monde. Et c'est là que tu vois aussi que le corps parle, hein, bien plus que le mental, en fait, et depuis le début. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là sur le corps? Est-ce que ça aussi, dans ton travail, Ouais. j'imagine, parce que moi, c'est vrai que je vois beaucoup aussi le corps à travers, Mmh. en fait, là où je te rejoins toi, je vois beaucoup l'invisible aussi chez les Mmh. gens et je vois beaucoup le corps parler et j'adore quand une personne est en train de me raconter quelque chose et moi, j'ai détecté tout le contraire, tu sais? Et je sais que toi, c'est un peu aussi ce truc-là, donc qu'est-ce que tu vois du corps? Est-ce que tu pourrais exprimer, toi, ton point de vue là-dessus? J'ai eu un exemple là le week-end dernier avec, une femme en coaching, donc vraiment du coaching pur et là, elle me fait le geste de se taper dans la gorge. Mais vraiment, c'est un geste hyper violent et je dis rien parce qu'on était vraiment en mode coaching, on partait pas sur le transgénérationnel à ce moment-là et à la fin, je fais: «Mais, ce geste-là, c'est faut te taire, hein, c'est ça, dans ta famille, il faut se taire». Elle fait: «Bah oui, les femmes, on a été immigrées de Pologne, donc la Pologne, c'est un pays qui a beaucoup, beaucoup souffert avec les guerres mondiales et avec après l'arrivée de la Russie et la guerre froide. Donc c'est un pays où tu te tais, en fait. Mmh. Tu peux même pas être fier de ta culture parce que les nazis te l'ont défoncé et après tu as les Russes qui sont arrivés, donc génial et ce geste, en fait, il avait été tellement violent dans la façon dont elle l'a fait, mais elle avait même pas réalisé et c'est à la D'ac fin du coaching où on est allé déconstruire après, où elle a réalisé que, bah, là, elle avait le droit d'ouvrir sa voix et que toutes les fois où elle osait pas parler, elle le faisait par fidélité pour sa lignée et elle s'est rendue compte qu'en fait, en étant infidèle, elle allait pouvoir libérer toute la souffrance de sa lignée et ça, c'est un moment, tu sais, où tu vois la personne qui a les yeux qui s'éclairent, et qui tout le s'ouvrent. corps qui ah ouais, 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 ça respire tout d'un ouais. coup, tu vois vraiment, donc ça, c'est des choses qu'on voit dans les coachings vraiment avec ces mouvements-là. Mmh. Le truc où moi, je sais quand on commence à me poser des questions et que je commence à me caresser la gorge, c'est que c'est pas bon, quoi. C'est que là, je suis en train de moi-même essayer de me faire taire. Donc ça, on peut l'observer chez nous. Mais pour les gens qui nous écoutent, observez votre consommation de sucre, en fait. Moi, c'était le chocolat et l'alcool. Quand on a des consommations comme ça, sans être en surpoids, mais juste quand on est dépendant de ça, quand, vraiment on en a besoin et le chocolat, c'est pareil que l'alcool. Enfin, pour moi, il y a un truc, quand tu as vraiment besoin Ouais, de le ton sucre, chocolat, ouais, ouais, ouais. Mmh. chocolat, oui, ou des bonbons ou des chips, c'est qu'il y a un truc qui va pas Dingue. et c'est pas que tu n'es pas bien, c'est qu'il y a enfin, c'est pas que tu es une mauvaise personne, c'est juste qu'il y a un truc que tu contrôles pas dans ton inconscient et Mmh. ton inconscient te parle, sauf qu'on n'a pas appris à décoder l'inconscient et c'est là où on a besoin aussi d'évoluer dans cette société. Apprends à comprendre qu'est-ce qui te dit ce carré de chocolat et tu vas changer complètement ta vision de toi-même et ta vision de ton entourage. Et c'est dingue parce que parfois on essaie d'aller chercher compliqué quand c'est très simple dans le quotidien. Ça me rappelle juste là, tu vois, pareil, j'ai eu une personne en coaching ce matin et c'était, une 1re séance. Hem et je la vois arriver et effectivement, je lui dis: «Bon, bah, alors qu'est-ce qui t'amène maintenant à vouloir, faire une transformation intérieure?» un peu, tu vois? Et elle arrive avec vraiment une légèreté d'esprit
mais un corps je sentais lourd. Mais elle arrive avec le sourire, elle me raconte ses petits traumas avec, beaucoup de tu sais, elle a des rires un peu nerveux, des choses comme ça et puis, quand je lui dis: «Mais du coup, ta relation, ton ex et cetera, oui, non, ça s'est bien passé». «Super, ouais, ouais» et puis elle avait un pull avec des cordons et elle tirait, elle tirait, elle tirait, machin, purée et je la laissais juste me raconter sa petite histoire, hein et je voyais que le corps, il était complètement déconnecté, complètement dans la souffrance aussi parce que je pense qu'elle a jamais su poser ses limites et effectivement, à un moment donné, qu'elle avait fini, «C'est bon, tu as fini? Bon, alors, je t'explique deux trois petites choses là, ça va pas te plaire, mais on est à la première séance, il faut y aller direct, donc on va y aller direct» et donc là, je lui cite des choses et j'ai: «Est-ce qu'il s'est passé ça, ça, ça?» et elle a tout confirmé. J'ai dit: «Tu en as jamais parlé?» Elle me dit: «Bah, même pas à ma psy depuis 2 ans», parce qu'elle l'a jamais vu, elle l'a jamais ressenti et moi, je suis arrivée en 20 minutes top chrono et j'avais tout ressenti à sa place, mais même moi, je le sentais dans le corps, en fait, où est-ce que ça vibrait aussi dans mes chakras, tu vois? Et c'était assez dingue de la voir parce que j'ai senti, en fait, au départ, elle avait donc le poids lourd, en fait, en avant et puis au moment où je sors la bonne phrase aussi pour elle, pour lui la faire redescendre, il y a comme tout un tu vois? Et ça, c'est aussi la magie de ce métier aussi et je pense que c'est aussi parce que il y a mon hypersensibilité qui vient jouer là-dessus, mais je pense aussi parce que j'ai vécu aussi beaucoup de choses qui sont très similaires à ce que cette personne a vécu et que je reconnais les signaux. En fait, c'est le corps parle. Le corps, il est en permanence en train de vous donner des signaux. C'est un autre langage, c'est pas le mental. Et la guérison va pas toujours se faire dans le mental, surtout pas. Il y a un moment donné où on arrive à prendre conscience, à être dans ce truc de OK, j'ai conscience de plein de choses. Et j'en ai tellement qui arrivent avec, tu vois, moi, j'ai conscience de tout. Non, tu as conscience de 3 de ton cerveau, le reste, c'est dans ton subconscient. Donc tu n'as pas conscience de tout, crois-moi et que finalement, je fais redescendre l'ego comme ça en disant: «Ah bah tiens, tu savais ça? Non, pas vraiment. Ah voilà, donc tu avais pas conscience de ça». Mais disons que c'est vrai que dans un process de guérison ou quoi, de transformation intérieure, il y a toujours un moment où, bah, en fait, on a conscience de beaucoup de schémas, mais en même temps, on continue de les répéter parce que, justement, tout le travail somatique, tout le travail du corps, bah, il est oublié. Parce qu'on pense toujours qu'il faut avoir la réponse pour avancer, tu sais? Et que parfois, en fait, on oublie, en fait, d'intégrer, tu vois, toute cette partie, sur le système nerveux, sur, vraiment cette reprogrammation et bref, donc une petite anecdote aussi sur, tu vois, c'est un peu le point commun aussi que j'ai avec toi, là-dessus où on voit les choses, on ressent les choses aussi d'un point de vue corporel et le corps, il te montre des choses. Donc dans ton quotidien, parfois, tu te rends pas compte si tu te ronges les ongles. Moi, je me ronge de base les ongles, mais ça fait 2 ans que je ne le fais plus parce que je fais attention et voilà. Mais en fait, c'est tous des petits signaux comme ça du quotidien et en fait, qui vont donner déjà beaucoup de réponses à toi comme à moi. Je me dis: «Voilà, c'est bingo, je sais pourquoi». Il y a tout le truc qui commence à se dessiner au fur et à mesure. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, là-dedans. Et puis c'est ce que tu dis en fait, c'est que tu peux pas le faire tout seul ça. Non. Tu vois, moi je me fais toujours accompagner en permanence, Pareil. toi pareil, parce qu'on se ment à nous-mêmes, on est hyper puissant dans la façon qu'on a de se mentir en fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'aller dans les zones qui font mal et donc c'est vrai que tu dis: «On fait redescendre l'ego», mais en fait c'est juste on ramène aussi un point de vue extérieur. C'est beaucoup plus simple. Moi si tu enfin, je prends pas le temps tous les jours d'avoir conscience de, «OK, est-ce que je suis stressée?» Parfois je le fais et Bien j'y sûr. arrive parce que, bah, ça fait, 10 ans maintenant que j'accompagne des gens donc je commence à avoir des réflexes pour moi aussi. Mais il y a des jours où ça fait juste du bien d'appeler ton thérapeute et de dire, «OK, là j'en peux plus, aide-moi, quoi» et c'est comme ça qu'on grandit mais c'est inconfortable. C'est très inconfortable, évidemment. Ah non, mais après, c'est comme je dis, OK, tu as un objectif, tu as plusieurs objectifs. Je vais pas te caresser dans le sens du poil pour, y aller, on va dire, alors évidemment, je respecte le corps, je sens quand le corps, c'est pas le moment d'en parler, je sens quand le corps ne il va être encore en insécurité, évidemment, c'est normal et on y va aussi au rythme des gens. Mais effectivement, tu es là pour guérir, donc tu es là aussi pour entendre certaines vérités qui vont être très inconfortables, mais en même temps, tu vois, tu sens qu'il y a une libération, tu sens que le corps switch et puis 2 jours après, cette personne revient et me dit, «C'était ce que j'avais besoin d'entendre» et là, ce matin, cette séance et toute l'après-midi, elle me fait des vocaux en me disant, «Je crois que ça a vraiment relâché quelque chose dans mon corps. Ça m'a vraiment fait réfléchir» et du coup, on a parlé un peu du trauma de l'humiliation et de la honte et cetera Mmh. parce que c'était ça qui était très, très fort chez elle et aussi du chakra sacré en plus donc elle a dit: «Je m'en étais jamais rendu compte et pourtant ça faisait 2 ans, hein, que j'étais suivie, hein». Je dis: «C'est pas possible quand même» et elle dit: «Ça m'a travaillé mais en même temps, je te jure Morgane, je me sens ça me libère quelque chose» et je pense que tu vis plein de choses comme ça aussi. Qu'est-ce qui se passe quand toi, tu arrives à donner une certaine vérité à quelqu'un? Qu'est-ce que tu vois dans le corps de la personne, dans l'esprit de la personne à ce moment-là? Ouais, merci pour cette question. En fait, ce qui est beau, c'est quand on touche, comme tu le dis, au bon moment la vérité parce qu'il
Il y a des gens, ils sont pas prêts à les Mmh. entendre et c'est OK et c'est là où tu vas faire la différence entre certaines sortes de thérapies. Pour moi, hem, on n'est pas là pour, te rentrer dedans si c'est pas le moment pour toi. Mmh mh. Si, je vois une trop grande fragilité, émotionnelle ou psychologique, je vais toujours renvoyer aussi vers un psy ou un psychiatre, même si parfois les résultats sont pas toujours, les bons comme tu le vois. Hem, En fait, quand tu viens toucher le bon endroit, tu vois une sérénité qui vient. En fait, il y a un moment de choc parfois et après il y a cette espèce de sérénité parce que le mental comprend, mais en même temps le cœur, parce que souvent on parle qu'au mental et quand tu arrives à toucher le point juste, ça vient parler en même temps au cœur et quand tu touches le cœur, ça Mmh. relâche. Ça relâche, c'est comme pour nous. Enfin, moi, je sais que là, je bosse beaucoup, beaucoup sur moi, sur mon nouveau business, sur tout le lancement de mon accompagnement des leaders et des femmes qui veulent avancer. Et je bosse avec une coach. Et plusieurs fois, elle a vraiment touché le point que j'avais besoin d'entendre, en fait, par rapport à mon histoire. Parce que tout ce qu'on fait, c'est par rapport à notre histoire. 100. Mais donc, comment est-ce que tu l'utilises, ton histoire? C'est un mur ou c'est un tremplin? Et tu peux transformer un mur en un tremplin. Mais il faut le vouloir et laisser le temps aussi se faire. Parfois, on a besoin de 6 mois, 1 an pour intégrer. On le voit, tu vois, tu parles beaucoup, c'est ce que j'aime aussi chez toi, c'est tu parles de cette vulnérabilité, de ce que tu traverses sur les réseaux. C'est un processus en permanence. C'est pas parce qu'aujourd'hui on accompagne des personnes qu'on passe pas par des phases où on Mmh. ressombre, parce que plus tu avances, plus tu vas découvrir des nouvelles parts de toi, plus tu as la capacité d'aller voir des choses douloureuses. Souvent on se dit: «Oui, mais ça fait 10 ans que je me fais accompagner». Mais en fait, pendant les 10 premières années, parfois tu as juste besoin d'y aller tranquille et juste de parler de ton problème avec ton père. Par contre, les années d'après, tu vas aller voir le vrai sujet qui fait vraiment mal, mais avant, tu avais pas la stabilité émotionnelle ou la stabilité dans ta vie. Peut-être que tu avais besoin d'avoir un CDI, peut-être que tu avais besoin d'être bien dans ton couple avant de pouvoir aller voir le vrai sujet et le timing, il est différent pour Mmh. chacun. Je suis tellement d'accord, mon Dieu. J'ai eu un peu ce discours cette semaine en plus, chez les filles de mon accompagnement en coaching de groupe. On faisait un peu le bilan ces derniers temps et une femme incroyable, vraiment une femme incroyable, je vais pas citer son prénom pour, garder, un peu l'anonymat là-dessus, mais qui a révélé quelque chose de. Elle me l'avait dit à la première séance, mais son corps n'était pas prêt à recevoir tout un Mmh. accompagnement sur ce sujet précisément parce qu'on touche à l'intimité là. Donc c'était quelque chose, j'ai senti que son corps était pas prêt et elle non plus et OK, on a travaillé pendant 6 mois sur autre chose, sur l'expression, sur, le fait d'apprendre à se retrouver de la sécurité intérieure, poser des limites avec elle, ses parents et cetera et puis elle arrive à la fin, on arrive à la fin d'année, effectivement, elle me dit, mais moi j'ai peur pour, 2026 parce que en fait, là, il y a quelque chose qui se réveille et j'avais pas trop envie et je comprends pas et je comprends pas. Pourtant, on a bossé pendant 6 mois sur tellement de choses. Je dis: «Mais oui, mais avant ton corps n'était pas prêt à le recevoir et c'est OK. Aujourd'hui, tu as suffisamment de sécurité pour, te permettre de l'accueillir et je sais que ça va être encore un petit peu douloureux, mais laisse-toi le temps là-dessus parce que si ton corps te le montre aujourd'hui, c'est que tu es capable de l'affronter, crois-moi, vraiment crois-moi» et il y a eu tout ce discours où pareil, je l'ai senti, tu vois, en mode, j'avais besoin de l'entendre parce que là, ça l'avait fait vraiment flipper de revoir ça et je dis: «C'est OK, tu sais, de reprendre, des séances et de reprendre un process là-dessus» parce que c'était quelque chose de gros, quoi. Je veux dire, c'était pas quelque chose, enfin voilà et puis chacun son timing comme tu disais et moi-même, je le vois dans mon propre process, bah, j'ai l'impression de. Mmh. En fait, c'est comme si j'ai gratté à mes 5 blessures. Si on doit prendre les 5 blessures de l'âme, bien sûr, je les ai visitées et j'ai l'impression de les revisiter, mais sous d'autres angles, sous d'autres couches et il y en a certaines qui sont plus douloureuses. Par exemple, bah, moi, ma blessure du rejet cette année, j'étais là en mode: «Moi, la blessure du rejet, ça va, ça va!» Cette année, elle m'a fait: «Tiens, prends ça» et j'étais là en mode: «Je me fais petite, j'ose plus m'exprimer comme avant, Mmh. j'ai l'impression de perdre ma place, j'arrive plus à réintégrer des choses, je rejette les gens, je rejette les énergies et puis, bah, là, après, je me dis: «OK, il y a un truc qui se répète, machin et tout» et c'est parce que je voulais le voir et là, dernièrement, j'ai mis en lumière aussi des choses très douloureuses et pour moi, c'est même une mission de devoir, enfin, de devoir en parler parce que, bah, non, en fait, pas parce que je suis coach que tout va bien et que je vis plus rien, bien au contraire, je suis humaine avant tout et c'est ça le plus important donc je le ferai toujours. Je sais que c'est pour moi, c'est ma thérapie à moi, d'en parler à voix haute et de pouvoir impacter notre personne à ce que plus personne ne se sente seul dans ce processus. Parce que c'est terminé les silences, c'est terminé les non-dits. Moi, ça s'arrêtera avec moi, c'est sûr. Et tous les schémas que je mettrai en lumière dans ma vie, tous les schémas familiaux, transgénérationnels que je vois et que je vais continuer de voir, ça s'arrêtera avec moi. Il y aura pas d'autres, je veux dire, descendants après moi, je veux dire, qui vivra
ce qu'il y a eu avant. Ça, c'est terminé et je suis prête à le faire, même si je suis dans le dur. En ce moment, je suis dans le dur là-dedans, mais je suis prête à le faire, quitte à vivre, les blessures, je veux dire, comme si c'était à ma chair, quoi. Je veux dire, que ça m'arrachait la chair, quoi, de ce point de vue-là. Je suis prête à le faire. Pour moi, c'est pas un sacrifice, pour moi, c'est s'autoriser à vivre quand on choisit ça. Donc ouais, je suis prête à le faire, franchement. Donc voilà, merci Margot et je voulais savoir de ton côté, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui nous écoutent surtout, c'est très féminin, je sais, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, mais peut-être pour toutes ces personnes qui ont l'impression de porter des poids qui ne leur appartiennent pas. Est-ce que tu aurais, un dernier message pour leur donner une voie, par quoi commencer, tu sais? Pour aller, faire ce travail sur le transgénérationnel? Il y a des livres incroyables. Il y a des livres, moi je suis une fan de livres, hein, j'ai une énorme bibliothèque, je te les donnerai comme ça tu pourras les mettre dans la légende du podcast. Avec grand plaisir. Il y a vraiment des livres qui expliquent d'un point de vue scientifique parce que, en fait, pour moi aujourd'hui dans les accompagnements, il y a tellement de il y a à boire et à manger dans le monde du coaching, dans le monde de l'accompagnement et pour moi, ce qui va te permettre de trouver un bon thérapeute pour celles qui cherchent, tu cherches quelqu'un qui, comme nous, continue à bosser sur elle et qui a cette, volonté de pas cacher aussi, d'expliquer qu'il y a quand même des processus, qu'on est juste des humaines, hein, donc où il y a cette vérité de: «Je continue à me faire accompagner», hem et d'aller chercher, c'est quoi le sujet que tu vas aller bosser? Parce que souvent les gens ils sont là: «Oui, j'ai ça, mais est-ce que tu peux m'aider là-dessus ou pas?» Il y a plein de façons d'aborder un sujet, il y a pas que par le transgénérationnel. Tu peux aller le voir avec un psy, un psychiatre, avec une thérapeute, avec un coach, avec plein de personnes différentes. Il faut que tu écoutes ton cœur. Qui t'appelle aujourd'hui? Avec qui tu as envie de bosser? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intuitif. Si tu pas prête, tu écoutes les podcasts, tu écoutes les messages sur Instagram, tu enfin voilà, vraiment, pour le coup, les réseaux sociaux sont une mine d'or d'informations Mmh. et après tu vas lire, tu vas écouter des podcasts plus longs pour réfléchir par toi-même. Je pense qu'on a aussi besoin là de remettre le pouvoir dans les mains des personnes qu'on accompagne. Complètement. Informe-toi, lis des choses sur les prénoms si ça te parle, fais ton arbre généalogique. Parce que c'est marrant, à chaque fois, tout le monde me dit: «Oui, non, mais je sais» et les gens, ils posent leur arbre avec moi en séance et là: «Ah, bah, j'ai le même prénom que mon grand-mère. Ah bah, tiens, surprise, ça m'étonne ou pas» et en fait, il y a des choses comme ça que tu peux faire qui sont gratuites ou qui coûtent pas grand-chose. Avec Vinted, tu trouves les bouquins à des prix dérisoires, donc commence par lire un livre si tu veux pas investir tout de suite en toi. Pose ton arbre, pose des questions à tes parents, Mmh. à tes grands-parents et après, fais-toi accompagner par quelqu'un qui va t'aider à avoir ce point de vue Mmh. extérieur qui n'a pas ton émotionnel. Parce que notre émotionnel nous ment, nous fait perdre du temps. Donc, ça serait vraiment mon conseil. Et puis essaye. Au final, tu rien à perdre en te faisant accompagner. Tu as tout à gagner. Et dans le pire des cas, bah, tu auras rencontré quelqu'un, tu auras appris quelque chose et peut-être que ça va pas transformer ta vie tout de suite, mais dans 6 mois, tu te rends comprendras Mmh. pourquoi tu as fait ce chemin-là ou dans 1 an ou dans 10 ans, en fait, sois patiente avec ton processus parce que ça fait 30 ans que tu portes tes traumas ou plus. Mmh. Honore tes traumas, en fait, quelque part, en acceptant que ça mette un peu de temps aussi, quoi. Magnifique message. Magnifique message, je ne peux pas dire mieux. Tu as tout résumé, c'était vraiment un épisode, très particulier qui m'a beaucoup touchée Margot. On est en plein dedans, hein, donc forcément ça me touche beaucoup et j'avais vraiment à cœur de parler de ce sujet parce qu'il est trop important. Il est temps qu'on prenne ça au sérieux. Je sais que vous allez entendre certainement vos aînés, vos familles vous dire que c'est: «Oh là là, mon Dieu, non, on parle pas de ça». Ben c'est pas grave. Vous êtes une autre, génération. Prenez vos responsabilités là-dessus, c'est hyper important et vous avez le droit de déposer vos bagages. Les bagages qui vous appartiennent pas, vous avez le droit de les mettre, de côté, de les déposer et de libérer tout ça. Ça sera un petit peu douloureux de temps en temps, on va pas se mentir, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine et moi, je le dis vraiment avec un regard là aujourd'hui, qui a su, en faire une force finalement, d'être là aujourd'hui et de pouvoir en parler à voix haute donc merci infiniment Margot d'être venue aujourd'hui. J'espère que le podcast va inspirer beaucoup de personnes, va permettre, d'avoir des déclics aussi ou tout simplement d'informer aussi, certaines personnes. Merci d'être venue, j'espère que ça t'a plu aussi. Beaucoup, vraiment, super exercice et avec plaisir, avec une meilleure voix la prochaine fois. Ouais, mais c'était très bien. Franchement, tu avais pas besoin d'avoir plus de voix, c'était très bien. Tes mots ont captivé, ton énergie était là, tu incarnais ce que tu es venu représenter aussi et ça suffisait, amplement. Donc, un grand merci pour ta présence, pour tes mots et moi je vous dis encore une fois, informez-vous aussi. C'est clair que ce chemin n'est pas facile, mais il en vaut la peine.
Donc voilà, merci infiniment à toutes et à tous qui avez suivi cet épisode. Je mets évidemment toutes les informations de Margot dans la barre de description. N'hésitez pas à la contacter, à lui envoyer un message si vous avez des questions, parce que je sais que certaines vont se questionner énormément. Elle est là pour ça, elle est là pour vous répondre, elle est merveilleuse. Elle fait un travail incroyable et à chaque fois, elle mène des déclics de fou. Là, on s'est parlé 15 minutes avant, elle m'a déjà fait avoir des déclics incroyables dans mon process. Donc vraiment, allez lui envoyer un petit message, même un petit message de soutien, juste un merci. Je pense que ça lui ferait très plaisir. On a besoin aussi de soutien de temps en temps. Donc voilà, un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser une petite note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Merci infiniment et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le podcast About. Ciao!